Bonjour à tous, nous allons passer 2 heures ensemble sur Sud Radio et je vous propose qu'on fasse un petit bilan qui me semble assez utile parce que on le constate, les gens se protègent de moins en moins et le préservatif a tendance à tomber un petit peu dans les oubliettes. Donc on va faire ce bilan sur les IST, si vous préférez, on peut appeler ça les maladies sexuellement transmissibles parce qu'elles sont toujours là et c'est vrai qu'on manque beaucoup d'informations sur le sujet. Alors je pense que vous allez apprendre de nombreuses choses durant ces 2 heures puisque je suis en compagnie de notre spécialiste Patricia Martin-Lamante. Patricia est sexothérapeute, certes, mais elle est également dermatologue et il y a aussi parfois des petits problèmes de peau, notamment quand on ne supporte plus d'avoir dans la peau notre partenaire. Et c'est vrai que si vous avez par exemple un problème d'eczéma ou autre d'ailleurs, vous pouvez profiter de sa présence pour demander des conseils. On va en tout cas aborder les différentes maladies qu'on attrape sexuellement et puis on va surtout vous expliquer quelles sont les pratiques les plus à risque parce que je crois qu'on ne le sait pas trop bien. Hein. Mais ce qui est évident, c'est que la proximité des corps, ça permet aux microbes de passer d'un corps à l'autre. Et peut-être qu'il est déjà bon de rappeler que lorsqu'on a la grippe, par exemple, il vaut mieux éviter de s'embrasser. Peut-être qu'on peut même éviter de dormir l'un à côté de l'autre parce que c'est assez normal qu'on la donne. Alors c'est pas forcément ce qu'on a envie de recevoir de l'autre. Bref, j'attends vos questions, vos témoignages au 0826 300 300. Vous pouvez également envoyer un SMS. Vous envoyez Brigitte au 7 20 18. Merci d'être avec nous durant ces 2 heures. Patricia Martin-Lamante, sexologue, dermatologue. Je sais que vous avez beaucoup travaillé depuis toujours sur ces questions d'IST, parce que c'est un vrai sujet qui est très tabou, je trouve, même encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, parce que parfois les patients se plaignent du reste de la non-écoute des médecins qui ne sont pas capables parfois d'écouter simplement les questions ayant trait à la sexualité. Est-ce que justement les médecins sont formés sur les IST? J'ai l'impression que c'est pas tellement... Pas tellement, non. Les dermatologues, oui, mais peut-être pas assez, en effet, pour les médecins généralistes, peut-être pas assez. Oui. Alors que c'est quand même, c'est quand même assez simple. Oui, puis alors dans les bilans, le bilan général qu'on fait parfois une fois par an, par exemple, moi je demande, et les dermatologues en général, on demande un bilan général du sang et on demande les principaux tests. Oui. Quel que soit, dès qu'il y a de la sexualité ou s'il y a eu de la sexualité auparavant. Mais souvent, ça n'est pas demandé. C'est-à-dire que la sérologie de la syphilis, la sérologie pour... même le sida. Le sida, tout ça, c'est pas demandé souvent. Oui. Donc on découvre des syphilis, nous par exemple, qui datent par exemple à la suite d'une chute de cheveux. Moi je fais un bilan complet. Je peux trouver que parfois la chute de cheveux est d'origine syphilitique. Et oui. on sait par exemple que la syphilis est un peu en augmentation aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ce que les gens ignorent peut-être. Alors c'est quand même embêtant parce qu'une syphilis aujourd'hui qu'on découvre tout de suite, on la soigne très bien. Oui, très bien. Mais quelques années plus tard, ça peut laisser des séquelles. Ah énorme, c'est la neurosyphilis parce que le spirochète de la syphilis passe dans le système nerveux, dans la moelle, et on peut arriver à une démence de type paranoïaque, c'est-à-dire que parfois le patient, par exemple, on a eu un patient à Saint-Louis une fois, je me souviens de cette histoire, qui était arrivé à l'hôpital Saint-Louis avec une syphilis avancée tertiaire, et il disait moi j'ai des testicules en or. Voilà, c'est-à-dire que ça aboutit à des délires, délires fous. Oui. Et du reste, autrefois, il faut bien se rappeler que dans les hôpitaux psychiatriques, il y avait beaucoup de syphilitiques, du temps où la syphilis n'était pas traitée avec la pénicilline, avant la pénicilline. Oui, d'ailleurs, les gens mouraient de toute façon à cause de la syphilis. Mais ils devenaient fous, surtout, c'est ça. Il y avait beaucoup de folie liée à la syphilis, parce que c'était absolument pas diagnostiqué ni traité. À mon avis, on est en train de leur faire peur, là, à tous ceux qui nous écoutent. Non, mais c'est vrai, on fait pas souvent une émission sur les IST, parce que c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus drôle, mais c'est quand même important de rappeler, en effet, que la syphilis, ça a des répercussions dramatiques, et que on peut être porteur sans le savoir pendant pas mal de temps, donc c'est quand même un petit peu inquiétant. Complètement, parce qu'au début, il y a le chancre, c'est une petite ulcération sur les organes génitaux qui passe souvent inaperçue parce que ça guérit tout seul. Après, il y a une phase qui s'appelle la roséole, c'est une petite éruption
avec des toutes petites papules très roses, enfin vraiment qu'on voit à peine. Donc souvent, le diagnostic n'est pas fait. Alors qu'une chaude-pisse, en général, les hommes, ils s'en rendent compte assez vite. Oui, il n'y a pas de problème. Les femmes, c'est plus complexe. Mais en même temps, les femmes, si elles se connaissent bien, il y a des odeurs, il y a des sécrétions qui sont pas les mêmes. Le sida, c'est pareil. De toute façon, au début, on ne sait pas. C'est comme une grippe au début, une grosse fatigue, comme une grosse grippe, quoi, au début. Alors le sida, aujourd'hui, c'est vrai qu'il se soigne mieux. On reste porteur du virus, mais on n'est plus malade, ça c'est important de le dire. Mais en attendant, ça reste quand même quelque chose de très embêtant, parce qu'on on a des médicaments à prendre tous les jours. Enfin, à vie, des médicaments absolument à vie. Mais enfin, il faut dire que les patients traités pour le sida, je remarque que souvent, finalement, ils ont presque une meilleure santé que la moyenne des autres. Parce que après, une fois qu'ils sont traités, ils font très attention à leur hygiène de vie, souvent. Alors, ils essaient de manger tout à fait bio. Enfin, ils font très attention à leur prise de poids. Enfin, ils sont très attentifs à leur santé, souvent. Bon, mais on va quand même pas leur conseiller. Bien sûr. Alors, on en est où aujourd'hui ? On en est toujours au même point, c'est-à-dire qu'à part le préservatif, rien ne protège des IST qui sont les 3/4 du temps invisibles, à part l'herpès. Oui, mais sinon, non, bien sûr que c'est le préservatif qui protège et il ne faut pas oublier qu'un préservatif peut rompre, un préservatif peut se casser, quoi. Oui, bien sûr, mais au moins... Enfin, c'est rare. Si le préservatif se casse, on peut à ce moment-là faire... C'est des tests. On a déjà le PrEP le lendemain contre le virus du sida. Aussi. Et puis ensuite, on peut faire des analyses de sang pour vérifier qu'on n'a rien d'autre. Exactement. Donc le préservatif, une rencontre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, le mieux c'est de mettre le préservatif. Évidemment. Mais alors, ce que j'entends souvent, c'est que quand les gens sont dans un coup de foudre, dans une relation, ils n'ont pas envie, ils ne mettent pas le préservatif. Non, ils ne mettent pas le préservatif, souvent. Il faut le dire. Bien sûr, souvent, oui. Parce que le coup de foudre, le rapport sexuel se fait dans l'espèce de furie, de rapidité. Enfin, finalement, on ne pense pas au MST, quoi, malheureusement. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire ? Éviter la sodomie, qui est la pratique la plus à risque ? Oui, quand même, oui. Bien sûr, oui. On est d'accord ? Oui, absolument. Première fois, éviter, enfin, bon. Ouais. Et puis, peut-être... se renseigner aussi sur son partenaire, ou sa partenaire, parce que... oui, mais quand on est amoureux, on va pas demander... oui, c'est bien, on va pas demander des tests. Mais enfin, moi, je recommande à mes patients de, si possible, parler au moins des MST, et puis faire des tests des deux côtés. Oui, moi, ce que je conseille toujours, c'est de mettre un préservatif les premiers temps, et puis ensuite faire un test, et puis si les deux tests sont négatifs, on peut faire un rituel et brûler le préservatif. On peut abandonner éventuellement le préservatif si on est sûr de l'autre. Mais ça, c'est le problème, là, être sûr de l'autre. Ça, on peut jamais être sûr de l'autre. Exactement. Comme il ne peut pas être sûr de nous. Absolument. Donc il y a toujours un petit risque. Et alors, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de problèmes d'infidélité découverte à cause des IST ? Oui. Toujours, assez souvent, quand même. Alors c'est toute une histoire, ça, parce qu'évidemment, c'est une double peine. C'est terrible. La personne a très peur d'en parler à son conjoint ou sa conjointe. Enfin, c'est toute une histoire. Après, si on découvre une MST au sein d'un couple, ça évidemment. Et le truc que j'ai dû attraper ça dans les toilettes, ça marche plus. Oui, non, évidemment. Ça marchait peut-être il y a 20 ans, mais... Oui, mais bon, là, non, ça... Le public est quand même informé, et ça marche pas l'histoire des toilettes, quoi, évidemment. Bon, donc si vous allez voir ailleurs, soyez doublement prudents, ça peut être le conseil aussi qu'on peut donner en début d'émission. Bon, maintenant on va faire du cas par cas, et c'est Émilie qui va réagir dans un instant, qui a attrapé des IST, elle nous raconte ça justement. Eh bien, aujourd'hui, grâce à Patricia Martin-Lamande qui est avec nous, vous saurez comment prendre du plaisir sans attraper de maladies sexuellement transmissibles. On commence avec vous, et Émilie. Je crois qu'Émilie, vous avez déjà attrapé vous avez déjà reçu quelques petits cadeaux sexuels. Voilà, c'est joliment dit. Oui, j'ai déjà attrapé des chlamydia en pratiquant l'anulingus, et une autre fois de l'herpès. C'était aussi en pratiquant l'anulingus.
Et alors depuis, j'ai découvert une solution qui s'appelle la digue buccale. Pour l'instant, ça n'est pas encore utilisé, mais voilà, j'ai vu que ça se vendait sur Internet. Malheureusement, ça se trouve pas en pharmacie, mais voilà, au moins ça se trouve. Alors la digue buccale, c'est une sorte de petit tissu qu'on pose et qui permet donc à ce moment-là de faire quelque chose, mais à travers le tissu. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent. C'est pas très fun. Mais en effet, l'anulingus, c'est un risque, Patricia Martin-Lamant. Bien sûr, absolument. Il peut y avoir des saignements. Il peut y avoir des saignements au niveau de l'anus, c'est ça qui est un risque, évidemment. Et la muqueuse est très fragile, là. Oui, bien sûr. Vous auriez même pu attraper le virus du sida. Oui. Bien sûr. En effet, oui, j'aurais dû faire attention. Donc, en tout cas, ces 2 MST, c'est bon, ça m'a bien servi de leçon. Maintenant, je fais bien attention. Et alors, la dernière fois que j'ai pratiqué l'anulingus, donc je n'avais pas encore de digue buccale sous la main. Et alors, j'ai suivi votre conseil, j'ai coupé un préservatif en 2. Et voilà, et ben, c'était bien. Et après, monsieur l'a fait sur moi en coupant un autre préservatif en 2. Et j'ai pu sentir qu'en fait, on avait beaucoup de sensations avec un préservatif. Et c'était chouette. Ça dépannait bien. Oui, mais c'est une bonne précaution. Après, c'est toujours pareil, c'est pas très agréable à travers un préservatif de goûter, si je puis dire, la peau de l'autre, mais c'est une précaution indispensable quand on a des partenaires irréguliers, quoi. Oui, c'est ça. Alors idéalement, quand j'aurai une relation sérieuse, on pourra arrêter d'utiliser des protections et faire des tests. Bien sûr. Et voilà. Mais bon, en attendant, voilà. Et puis, en ce qui concerne la fellation aussi, j'aime bien utiliser des préservatifs parfumés, mais par contre, les partenaires qui les acceptent, c'est assez rare et c'est embêtant. Du coup, je fais pas de fellation et puis voilà, c'est pas moi qui suis privée. Mais je trouve ça dommage qu'il y ait beaucoup d'hommes qui refusent les préservatifs parfumés pour la fellation. Mais pourquoi pour eux, un préservatif parfumé ou pas, ça change rien. Ça change rien pour eux. C'est parce qu'ils refusent le préservatif. Oui, c'est ça, parce qu'ils refusent le préservatif, oui. Oui, en général, ils n'aiment pas les préservatifs. Parce que qu'ils soient parfumés ou pas, ça ne change rien, absolument rien, bien sûr. C'est ça, voilà. Tant pis pour eux, pas pour moi. Oui, mais il y a énormément d'hommes qui refusent le préservatif. Mais vous pouvez pas, vous, apprendre à le poser au moment où vous faites la fellation ? J'ai lu des méthodes où on peut le mettre dans la bouche et le dérouler avec les lèvres quand elles descendent le long du pénis, mais je n'ai jamais essayé ça et je suis pas très à l'aise. Entraînez-vous sur un légume ou sur un jouet. Non mais sincèrement, parce que dans la tête des hommes qui refusent, les 3/4 du temps, c'est parce qu'ils croient qu'ils vont avoir moins de sensations. Alors ça diminue un peu les sensations, mais franchement pas tant que ça. Oui. Il faut apprendre à le faire, bien sûr. C'est pas difficile. En fait, beaucoup de femmes arrivent très, très, très bien à le faire. Ça, c'est facile de mettre un préservatif, comme vous dites, Brigitte. C'est vrai que c'est leur argument, oui. Ils disent qu'ils vont rien sentir, mais écoutez, je vais pas me prendre la tête pour ça. Je vais pas. Non, mais ce que je veux dire, encore une fois, je parle pas. Je ne suis pas un homme, donc c'est pas moi qui parle, mais dans les confidences que j'ai eues, les hommes qui ont l'habitude du préservatif reconnaissent que ça va, quoi. Ils sont très très fins aujourd'hui, les préservatifs. Faut pas raconter d'histoire non plus. Oui, c'est à peu près la même sensation, peut-être légèrement diminuée, mais encore. Moi non plus, je n'ai pas de. Enfin, les hommes me racontent qu'en fait, c'est pratiquement la même sensation avec un préservatif fin que sans préservatif. Je pense que c'est la même chose, pratiquement. Mais ils n'aiment pas mettre ce préservatif. Alors, c'est aux femmes, en effet. Je pense que c'est aux femmes. Je pense que les femmes doivent apprendre à mettre un préservatif. Comme ça, ils n'ont plus d'excuses. Parce que ce qui est vrai quand même, il faut le reconnaître, c'est que pour certains hommes, le fait de mettre un préservatif leur fait perdre l'érection. Oui, c'est possible aussi. Oui, à partir d'un certain âge, ou s'ils ont des problèmes d'érection, c'est sûr que le préservatif, ça prend un certain temps. Ils sont excités, ils n'arrivent pas à mettre le préservatif comme il faut, du coup ils s'excitent, ils se stressent, puis ça descend. Et c'est fini. Ouais. Donc ça, c'est le vrai. Vous vouliez poser une question, je crois, aussi à Patricia Martin-Lamant, Émilie ?
Oui, c'est ça. En fait, pendant 2 ans environ, j'ai eu des rougeurs et des démangeaisons autour de l'entrée du vagin. Et bon, je précise que je ne pratique pas la pénétration vaginale. Et donc voilà, j'ai eu du mal à m'en débarrasser. Et puis j'ai fini par obtenir une crème à l'acide hyaluronique. Et voilà, ça, depuis, ça a réglé le problème. Mais voilà, je voulais comprendre ce que c'était ce problème et d'où ça venait. Alors, l'acide hyaluronique a un effet hydratant spectaculaire. Hein. Donc vous avez eu probablement, s'il y a des petites rougeurs, un tout petit eczéma sur la vulve ou un peu à l'intérieur aussi. Alors ça, c'est très fréquent, hein, très très fréquent. Alors c'est pas une MST, hein. C'est un dessèchement d'abord de la muqueuse. Peut-être que vous lavez trop, je sais pas comment vous lavez, des bains, enfin bref. Mais ce n'est pas une MST là, hein. C'est de l'eczéma. Alors aussi, il y a le problème de la pilosité. Parce que, est-ce que vous vous rasez souvent ? Non, jamais. Pas du tout, jamais. Ça fait plusieurs années que je l'ai pas fait. D'accord. Il n'y a jamais eu de laser non plus par là. Si, une fois, mais c'était il y a peut-être Une 10 seule ans. fois. Une seule fois. Oui. Oui, alors c'est pas le laser, bon, d'accord. Parce que le laser peut dessécher. Un peu évidemment. desséché après, oui. Et de se raser souvent, c'est pareil, ça Bah, peut irriter, oui. dessécher. Très souvent, il y a des personnes qui se rasent vraiment tous les 3-4 jours, ils se rasent, ils finissent par nous fabriquer des eczémas là, aigus, ils se grattent beaucoup, enfin souvent, à cause du rasage. Ça vous grattait ou pas, Émilie ? Oui, ça faisait une sensation de chaud et de démangeaison, oui. Ouais. Donc c'était bien. L'eczéma, ouais. Donc, alors il faut aussi porter quand on a de l'eczéma, il vaut mieux porter des sous-vêtements en coton et éviter les sous-vêtements en polystyrène, enfin en latex et tout ça, quoi. Hein. Il faut porter des vêtements en coton. Ça fait plusieurs années que je porte des culottes en coton parce que si je porte une autre matière, ça me gratte. Ah ben voilà. Alors il y a aussi le problème des jeans qui sont souvent très serrés à ce niveau-là, et rien que le port du jean peut créer une irritation importante sur les organes génitaux. Eh ben, c'est vrai que ça fait, pour cette raison, je ne porte que des jupes et des robes depuis plusieurs années, et voilà, je laisse ma chatte libre, comme je dis dans ma tête. Et effectivement, ça fait du bien. Ah, très bien, parfait, vous avez tout compris alors. Bravo. Mais on vous avait pas donné d'explication sur ces rougeurs ? Non, pas spécialement. Est-ce que vous prenez des douches très chaudes ? C'est une question. Ah, à l'époque, oui. Voilà, souvent c'est ça. Parce que l'eau, malheureusement, l'eau que nous utilisons est souvent calcaire, très calcaire. Donc quand on prend des douches très chaudes, ça finit par dessécher les muqueuses et créer à la fin des irritations, surtout si on reste longtemps sous les douches. Oui, c'était ça. Il faut se laver, évidemment, mais moi, parfois, je recommande de baisser un petit peu la température, pas froid, évidemment, mais un peu plus tiède et pas hyper chaud, quoi. Parce que rien que ça peut créer une irritation. Et puis je fais laver souvent les organes génitaux plutôt avec une huile lavante qu'avec un savon ou un gel douche. Parce que les savons et les gels douche peuvent aussi, dans certains cas, créer des irritations. Tandis que les huiles lavantes, pas du tout. Donc une huile lavante, pas de pantalon serré, des slips en coton. Oui. Et puis voilà. C'est bon, voilà. Exactement. D'accord, oui, parce que justement, je me lave à l'eau et après, l'huile lavante, j'en avais jamais entendu parler. C'est différent de Saporel et de l'hygiène. Ah oui, complètement. Oui, vous trouvez ça chez les pharmaciens. Il y a différentes marques d'huile lavante. C'est-à-dire que vous mettez l'huile à sec sur le corps et sur les organes génitaux. Vous attendez une petite minute ou deux et ensuite vous vous lavez sans savon, sans gel douche. Vous rincez simplement à l'eau. Oui, et j'imagine que c'est bien aussi pour les hommes. Ah oui, bien sûr, pareil. Pour les organes génitaux masculins. Identique pour les hommes, absolument. D'accord. Bon. Et on peut s'en servir tous les jours ? Ah oui, absolument. Ok, je prends bonne note alors. Bon, s'il y a une augmentation d'huile lavante demandée en pharmacie, on saura pourquoi. D'accord. Voilà. On saura que c'est à cause de Patricia Martin-Lamante et de vous, Émilie. Vous serez aussi responsable. Voilà, comme ça, je prendrai bien soin de ma chatte. Très bien, bravo. Vous avez raison. Vous avez raison. Il faut en prendre soin, sinon elle ne ronronne plus. Merci, Émilie. Merci beaucoup pour toutes ces questions et votre témoignage. On va faire une petite pause. On va se retrouver avec le Love Conseil. Comment se transformer. On va jouer évidemment avec Passage du désir et puis ensuite nous aurons Vanessa qui a fait ses tests récemment et qui nous explique comment elle fait pour ne pas attraper d'IST.
Alors Patricia Martin-Lamante, quand on a envie de changer, quand on a envie de se transformer, c'est pas toujours évident. On a envie d'arrêter telle chose ou tel défaut, etc. Donc je crois qu'il faut d'abord comprendre que quand commence un désir de changement, au début c'est assez flou. On a envie de changer quelque chose, mais on ne sait pas vraiment très bien. Et puis je crois que le premier pas vers la transformation, c'est déjà d'accepter qui on est et la manière dont on agit, parce que justement, ça ne changera pas d'un seul coup. Oui, bien sûr, on ne peut pas changer. Voilà. Donc, il vaut mieux d'abord déjà s'accepter et puis ensuite, tout doucement, on va essayer de programmer une nouvelle manière de faire, mais qui sera particulièrement concrète, parce que de toute façon, nos habitudes, elles reprennent toujours le dessus. Il faut du temps, vraiment du temps, pour que la transformation ait lieu. Donc, vous allez au départ être obligé de vous rendre compte que vous recommencez à faire comme ce que vous ne voulez plus faire. Et donc, il ne faut pas se juger, il faut juste observer et s'accepter. Et malgré ces retours en arrière, si vous êtes vraiment décidé, tout doucement, vous verrez une amélioration. Et plus vous aurez de la bienveillance pour vous, plus vous renforcerez votre sécurité intérieure, donc c'est-à-dire aussi la certitude que vous arriverez à vous transformer, eh bien mieux ça se passera et plus vite ça sera possible. Mais on ne change pas du tout au tout. Si on a tendance à être un petit peu trop gourmand et qu'on veut plus terminer la tablette de chocolat, les premiers temps, oui, de temps en temps, vous craquerez, vous terminerez la tablette de chocolat et c'est pas grave. Il faut juste vous accepter, ne pas vous juger. C'est tout le problème des addictions, c'est pas évident du tout. Les addictions, je crois qu'on a besoin de se faire aider. Parce que là, il faut se faire aider aussi. On est vraiment dans quelque chose de. Il faut se faire aider, bien sûr. Je parlerai plus des petites manies qu'on n'aime pas chez soi, des petites mauvaises habitudes qu'on prend. Oui. Ça, on peut arriver à les changer tout seul. Oui. Mais il faut être très, très indulgent avec soi-même parce que c'est pas facile. Il faut apprendre à s'aimer, c'est toujours la même histoire. Il faut apprendre à s'aimer, c'est pas évident. Il faut prendre du temps. Oui, mais même quand on s'aime, on fait parfois des choses qu'on a envie de changer. Oui, aussi, oui, on peut avoir envie de changer. Mais justement, si on s'aime, normalement, on devrait arriver à changer un peu plus vite. C'est plus facile. Parce que si on s'aime, on peut aimer les autres aussi. Alors, vous pouvez aussi choisir de vous faire punir si vous n'arrivez pas à changer. Et alors, pour ça, il faut peut-être gagner ce découverte BDSM que vous offre Sud Radio et Passage du Désir. Oui, c'est le moment de jouer avec nous pour gagner ce kit découverte BDSM Bond. Il y a 6 pièces dans ce kit de découverte. Et puis, si vous voulez le gagner, vous le connaissez maintenant le principe, vous envoyez Brigitte au 7 20 18 par SMS et l'un d'entre vous sera tiré au sort et sera notre gagnant ou notre gagnante. Vanessa, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Patricia. Bonjour. Alors vous avez des pratiques un peu libertines, oui. Mais vous faites des tests, vous faites des tests régulièrement, pardon. Oui. Tous les combien vous faites des tests? Le dernier date d'octobre, j'essaie d'en faire un tous les ans. C'est pas beaucoup tous les ans. Ça dépend de vos pratiques, mais vous êtes très prudente, je crois. Oui, là, ce qui me fait rire, c'est que j'ai plusieurs effectivement amants. La plupart, c'est des hommes qui font plus rien avec leurs femmes. Et je sais pas, ils ont tous plus de 40 ans, plus ou moins. Et ce qui est marrant, c'est que je leur apprends à chacun leur taille de préservatif parce qu'ils la connaissent pas en fait. Ah oui, c'est possible, ça, oui. En effet, parfois, ils sont trop serrés et ça va pas du tout, ou trop large. Enfin, bien sûr, c'est très important, la taille du préservatif. Oui, mais ils ont peut-être jamais trompé leur femme. Oui, mais c'est ce qui me... ou pas protéger. Patricia n'a pas l'air de vous croire, Vanessa. Non, ou pas protéger, attention, parce qu'il y en a un, je sais qu'il a déjà trompé sa femme, mais s'il me dit oui, j'utilise des capotes, je le croyais pas, et pour preuve, il connaissait pas la taille de ce préservatif, parce que quand je leur dis oui, moi je veux des préservatifs, ils arrivent avec la taille classique. Et là, je fais, écoute, attends, surprise, je vais te donner ta taille, parce qu'apparemment, t'as pas la bonne. Oui, c'est possible. Donc après, ça les flatte de voir que la taille, ils n'ont pas la taille. Ils sont un peu serrés, oui. Mais en même temps, un préservatif, ça fait une marge assez longue, quand même. Oui.
c'est pas forcément douloureux. Enfin, ça dépend. Si la verge est d'un volume est énorme, Voilà, ça peut faire un peu mal. C'est S'il est trop surtout au serré. niveau de la largeur qu'ils n'ont pas connaissance de la taille qu'il leur faut, en fait. Effectivement. C'est pas une histoire de longueur, la plupart du temps. C'est une histoire de largeur où ils sont pas à l'aise, ça passe même pas, et ils se rendent pas compte que c'est pas ça qu'il faut. Voilà, parce qu'ils n'ont aucune notion des différentes tailles ou... Donc Voilà, vous les éduquez en quelque sorte. Ouais, C'est vous qui les éduquez, oui. Ça me fait rire, du coup. Oui, C'est rigolo. Donc vous avez une mallette dans laquelle vous avez toutes les tailles de préservatifs. Et voilà, j'ai toujours au moins une boîte de chaque taille au cas où voilà, ces messieurs n'ont pas la notion de ce qu'ils doivent avoir sur eux. Donc vous utilisez toujours des préservatifs. Oui. Après, quand j'ai des... il y en a que ça fait un moment où on se côtoie et que voilà, on fait des tests aussi réguliers les uns que les autres, ça va. Mais vous faites des tests qu'une fois par an, j'entends, pour vous? Oui. Ça, c'est peut-être pas très prudent, oui. Je pense que vu quand même que vous avez plusieurs partenaires, un changement. Enfin, je pense que tous les ans, ça serait mieux. Écoutez, vous utilisez parfois sans préservatif. Vous dites, il arrive que vous n'utilisez pas de préservatif. Avec des partenaires qui m'ont donné des tests, donc tout va bien, oui. Oui, mais des tests, ça dépend des tests, de la date des tests. On les fait quasiment en même temps, comme ça. Vous faites des tests en même temps que... S'ils ont fait un test il y a un an, vous savez, en un an, il peut se passer des choses quand même. Ah oui. Oui, tout à fait. Mais vous les faites récents, c'est des tests récents. Vous faites faire des tests récents? Ah oui. Voilà, quand je dis, moi je vais faire mes tests, je demande à chacun de faire les tests en même temps, comme ça on a les résultats, on va dire, synchronisés en même temps. Oui. Voilà. Pour vous, il y a quand même des risques si vous n'utilisez pas de préservatif de temps en temps. Je pense qu'à ce moment-là, il faudrait faire des tests un peu systématiques, parce que vous ne pouvez pas connaître la vie sexuelle de vos partenaires, savoir ce qu'ils font en dehors de vous. Il pourrait éventuellement vous infecter par une MST si vous n'utilisez pas de préservatif. Il y a un risque pour vous, quand même. Tout à fait. Il faut quand même rappeler que les femmes sont plus sujettes à attraper une IST que les hommes. Bien sûr, oui. Vous avez beaucoup de risques, oui, bien sûr. C'est pour ça que lorsqu'il n'y a pas de préservatif, il faudrait alors systématiquement faire des tests, ou peut-être, oui, pourquoi pas. Systématiquement, peut-être pas, mais au moins tous les 3 mois, je dirais. Trimestriellement. Oui. Parce qu'une fois par an, franchement, c'est pas assez dans votre cas. Je pense qu'une fois par an, faites plus de tests. Oui, par exemple, une fois tous les trimestres. Bon. Et puis peut-être prenez un peu plus l'habitude de mettre le préservatif. Vous avez l'air très à l'aise, vous, avec les préservatifs. Donc si vous êtes très à l'aise, il faudrait presque que ça devienne une seconde nature. Oui. Oui, expliquez à vos partenaires que vous ne voulez pas prendre de risques, et c'est tout à fait normal, et que vous exigez, quelque part, il faut avoir des exigences dans la vie, il faut se montrer, quoi. Tout à fait. Et dites-leur que vous préférez avec un préservatif. Après, si à un moment donné vous avez un partenaire régulier, vous pourrez, avec les tests, enlever le préservatif. Mais nous, on est quand même là pour vous montrer à quel point vous prenez quand même des risques. Oui, aussi bien avec la fellation que la pénétration. Et je le rappelle, oui, c'est une chose qu'on ne dit pas, mais malheureusement, oui, la femme, c'est elle qui est pénétrée, elle est plus à même d'attraper une IST que l'homme. D'accord. Oui, mais non, faites plus attention, évidemment, soyez très prudente quand même. D'accord ? Très bien. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, mais merci à vous, Vanessa. On fait une petite pause et c'est Walter qu'on retrouve dans un instant, qui est de la génération SIDA, justement, et qui a envie de réagir sur ce sujet. Patricia Martin-Lamante est avec nous, dermatologue et sexothérapeute. Vous consultez à Paris, bien sûr, et vous êtes un peu spécialisée dans les IST, comme beaucoup de dermatologues d'ailleurs, normalement. Oui, bien sûr. Ça fait partie de votre cursus. Absolument, les dermatologues sont formés aux IST. C'est une partie de notre formation. Sauf que la plupart, ils préfèrent faire de l'esthétique maintenant. Ah oui, aujourd'hui, les dermatologues, les jeunes dermatologues en particulier, préfèrent faire de l'esthétique.
pratique et beaucoup plus rentable que faire de la médecine. Heureusement que vous restez sur le terrain. Et merci d'être avec nous, Patricia. Encore quelques-uns. Encore quelques-uns. Alors, on va revenir sur justement sur la période SIDA, qui a été très 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 importante. Ça a commencé à partir de 85, je crois. Et c'est Walter qui est avec nous et qui a envie de témoigner. Merci de prendre la parole, Walter. Oui, bonjour Brigitte, bonjour votre invitée Patricia Martin-Lamante. Bonjour. Bonjour, d'abord je voulais juste parler des dermatologues avant de parler de ma propre histoire. J'ai eu un mélanome, j'ai été merveilleusement opéré par le docteur Amici et s'il m'entend, je lui dois la vie. Voilà, mais ça a été pris à temps et merci aux dermatologues et ça c'est vraiment ce que je voulais déjà dire, c'est qu'il y a 10 ans maintenant et bon, mon mélanome... par chance, n'est pas revenu. Vous êtes toujours en vie grâce au dermato. Bon, très bien. Donc voilà, ça c'est important. Après, bon, pour le thème du jour, voilà, donc moi je suis arrivé dans ma sexualité en 1985 en plein sida, avec des célébrités qui sont décédées. Hein, oui, parce que 85, c'est vraiment le début de l'apparition en France, donc on n'était pas encore suffisamment préparés. Les campagnes de prévention n'étaient pas là, et donc oui, il y a eu une véritable psychose. C'était une catastrophe. C'était catastrophique. Voilà, on n'avait pas de traitement, enfin c'était terrible. Oui, mais sur le plan psychologique, moi surtout j'ai envie de dire, parce que non seulement c'est une réalité, d'accord, mais moi ça m'a traumatisé, quoi. J'avais très peur d'entrer dans la sexualité. Du coup, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de précautions. Vous êtes hétéro, bi, homo? Je suis bi, non pas homo. Je suis bi, donc ça multiplie aussi les risques. D'autant plus, oui, parce que c'est quand même une épidémie qui a énormément tué d'homosexuels. Voilà. Tout simplement, faut le dire, on l'a jamais tellement dit, mais tout simplement parce que la sodomie était la pratique la plus grave avec laquelle on attrape le plus facilement le sida. Alors oui, la sodomie, moi je me suis jamais fait sodomiser sans préservatif. Alors les actifs ont moins payé cher que les passifs, forcément. Non, j'étais les deux, j'étais aussi passif, mais j'ai toujours utilisé les préservatifs et j'ai commencé à 30 ans, j'ai commencé tard. Voilà. Et j'ai fréquenté beaucoup les lieux de drague de l'époque, hein. Donc consommation excessive de partenaires. Bien sûr. Plus on a de partenaires, plus on multiplie les risques, hein. C'est mathématique. C'est exactement ce que je voulais dire. Et plus on a peur, alors là du coup après j'étais terrorisé de faire le test, donc j'ai attendu 5 ou 6 ans. Avec la hantise d'avoir un test positif qui heureusement était négatif. Donc j'ai vécu, moi c'est psychologiquement, j'ai envie de parler, d'une psychose, enfin quelque chose de hyper angoissant, où la sexualité, où l'amour était apparenté à la mort en fait. Oui. Voilà. Et ce qui est terrible, c'est que vous le dites, vous aviez tellement peur que vous n'alliez pas faire le test. Ah oui. Ce qui ne change rien au problème. Mais la peur, paralysée, pétrifiée. Et puis je me souviens d'un concert de Barbara qui a fait une chanson magnifique sur le sida, sida aventure, sida amour, et un concert où elle distribuait où elle lançait des préservatifs dans la foule. Je sais pas s'il y a des gens à qui ça parle, mais enfin vraiment c'était à la fois magnifique, mais aussi angoissant. Je sais toujours pas à quoi en penser, mais enfin pour vous dire l'ampleur pour que Barbara balance des préservatifs en passant dans les rangs de la foule. Après cette magnifique chanson, je sais pas si vous connaissez. Oui, je vois la chanson dont vous parlez, oui. Voilà, donc voilà, c'était vraiment l'époque. Donc j'ai pris énormément de précautions. Mais j'ai aussi sûrement pris des risques et j'ai sûrement eu beaucoup de chance, j'ai envie de dire, parce que j'ai multiplié les relations, j'ai fréquenté le milieu libertin, je traînais énormément dans les endroits de drague puisqu'il n'y avait pas Internet, donc ça se passait sur des parkings, ça se passait, il y a des gens qui se doivent parler, tout ça. Et puis voilà, quoi. Donc aujourd'hui je suis là, j'ai eu très peur du sida et je me suis retrouvé avec un mélanome, voilà. Donc du coup, vous voyez comme quoi le loup est arrivé là où je l'attendais pas. Mais vous savez, Walter, vous parlez de la peur d'attraper le sida, mais on voit de toute façon, chez l'être humain, il y a à la fois la peur de la mort, bien sûr,
Et puis, il y a ce déni de la mort, parce que là, vous parlez des risques que vous avez pris et on vous juge pas, parce que qui n'a pas pris de risques dans sa sexualité? Et ensuite, je peux élargir le débat. On sait que la cigarette tue, et pourtant les gens continuent de fumer. On sait tout ce que la malbouffe peut faire. On sait tous les et on continue à prendre les risques parce qu'on a cette pulsion de vie qui l'emporte heureusement peut-être sur la pulsion de mort. Je ne sais pas si je me suis pas mis en danger parce que j'étais quand même je pense que si. Je pense que si, que vous vous êtes mis en danger. Je veux dire volontairement en voulant me suicider. Mais, vous voulez dire que vous auriez fait exprès par moment de prendre des risques? Oui, je joue à la roulette russe, mais ceci dit, j'ai toujours utilisé des préservatifs et je pense que ça m'a sauvé. Et c'est vrai que mon père est décédé du cancer du fumeur, vous parliez de ça, à la même époque. Donc la mort planait, ça planait dans tous les sens en fait. Et ça va mieux aujourd'hui, mais c'est une sacrée époque quand même. Hein. C'était une... je pense que c'est une époque qui est importante à comprendre sur l'évolution de la liberté sexuelle. Parce que je pense que le sida a freiné un début d'ouverture à la liberté sexuelle. Et je trouve que même si aujourd'hui, le sida n'est plus une épée de Damoclès au-dessus des gens, mais je trouve qu'on n'a pas retrouvé cette liberté sexuelle. Alors après, c'est une autre époque aussi sur le plan économique, sur le plan sociétal, mais il me semble que le sida a coupé un petit peu cette poussée de libération que moi j'ai connue, que vous avez connue, bien sûr, à Martin Lamante. Le reste, on voit pas mal. Enfin, je vois un certain nombre de patients qui finalement ont très peu de rapports sexuels, ont tellement peur. Parliez de la peur, mais bien sûr, cette peur existe toujours, même s'il y a les préservatifs, même si nous avons des traitements. Pour certaines personnes, l'angoisse est telle que finalement, ils préfèrent rester tout seuls, célibataires, ils se masturbent et puis ils n'ont pas de rapport. Et d'ailleurs, il y en a un certain nombre. D'ailleurs, il semblerait que après, dans les années 87, 88, 89, il y avait beaucoup de gens qui se mariaient pour avoir une sexualité, mais protégée en quelque sorte. Oui, aussi. Il y a eu une augmentation des mariages par peur justement de relations avec des gens qu'on ne connaît pas. Parce que avant le sida, on va dire avant 85, parce que même s'il y a eu des cas de sida avant, mais c'est surtout à partir de 85 que ça s'est vraiment développé et qu'on en a réellement parlé. Avant 85, la pilule, ça y est, elle était là. L'IVG, la loi avait été votée. Les maladies sexuellement transmissibles, tout se soignait. Pratiquement, sauf la syphilis peut-être qui passait inaperçue, mais la syphilis se soignait. Si on soignait, on avait la pénicilline, on avait tout. Donc il y avait plus aucun, pratiquement il y avait plus aucun risque. Mais il y avait surtout la joie de vivre. Avant 85, il y avait une espèce de joie de vivre générale, de joie. On pouvait danser dans les rues, je sais pas. Il n'y avait pas la drogue du violeur. Il n'y avait pas la drogue. Il y avait une ambiance quand même qui était plus festive qu'aujourd'hui, bien sûr. Il y a ça aussi, bien sûr, le problème économique aussi, bien sûr. Je peux rajouter quelque chose ? Bien sûr, Walter, allez-y. Par rapport à la prévention des jeunes actuellement, c'est-à-dire que moi, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas du tout de politique de prévention et que les jeunes que je côtoyais dans mon travail, par exemple, entre autres, puisque n'ont pas du tout, les MST, circulent, quand même. Il n'y a pas, moi j'ai l'impression qu'ils ne sont pas informés, qu'ils font tous un préservatif, justement. Alors, il y a quand même un accès aux préservatifs très facile aujourd'hui. Oui, mais est-ce qu'ils ont envie d'en mettre ? Je crois pas. Oui, beaucoup de jeunes, moi je remarque que beaucoup de jeunes n'en mettent pas. Oui, malheureusement, malgré l'information. Ceci étant, l'information, autrefois, après 85, sur les télés, on voyait des publicités qui prônaient le préservatif. Mais après, maintenant, ça a disparu pratiquement. On ne voit plus ça du tout. Non, on ne voit plus les campagnes de prévention n'existent à la télé, dans les médias n'existent plus. Dans les médias, oui.
Après, il y a quand même. Alors les cours d'éducation à la sexualité, on sait qu'ils sont pas toujours respectés dans toutes les écoles. Non, mais je pense que les parents, quand même, aujourd'hui, sont assez. Enfin, quand il y a des familles, quand c'est des familles qui sont pas dysfonctionnelles, je pense que les parents sont quand même assez lucides. Ils préviennent leurs enfants assez jeunes. Oui, mais c'est très difficile pour les parents d'entrer dans les questions, de parler des questions. Certains parents n'y arrivent pas. Je sais bien, mais c'est pas évident de parler des questions sexuelles. Mais à mon avis, aujourd'hui, les parents en parlent. Il y a 50 ans. Oui, aujourd'hui, oui. Ça s'est amélioré, disons. Oui, je pense aussi. Quand même. Moi, j'avais une maman avant-gardiste qui m'en parlait très facilement. Et moi, je lui en parlais aussi. Elle avait une vie... elle sortait... Bon, voilà. Je lui ai dit, maman, protège-toi, quoi. Voilà. Mais c'était très sain, hein. C'était dans l'air du temps. Je lui ai dit, maman, faut en mettre. Oui, c'est vrai que c'est pas pratique et tout, machin. Bon, voilà. Après, pas rentrer dans les détails. Mais même à ma maman, je lui disais de faire gaffe, quoi. Oui, mais parce que c'est toujours pareil, votre mère, elle avait connu une sexualité sans, et donc c'est toujours plus difficile. Je sais que les jeunes, ceux qui avaient 15-20 ans en 85, eux, ils se sont habitués dès le début au préservatif et ils étaient, c'était pas un problème pour eux. C'est plus un problème en effet aujourd'hui parce que c'est moins rentré dans les mœurs. Mais j'en ai encore, hein. Je vais vous dire que même si, soi-disant, on soigne le sida, j'entends ça, mais moi je continue à en mettre si j'ai des relations. Vous avez raison. Continuez. Bah oui, c'est pas parce qu'on nous dit que tout va bien que... Ah non, on vous dit pas que tout va bien. Enfin, oui, non, mais c'est parce que ça, on dirait, pas vous, hein, mais on entend dire, maintenant on le soigne, nana, machin, bon. Mais bon, non, enfin, il y a plein de choses, il y a chlamydia. Mais on est dans une société où on ne responsabilise plus les gens parce que moi je trouve ça aberrant que les gens ne se mettent pas de préservatif et qu'ils aillent le lendemain faire le PrEPS et c'est comme la pilule du lendemain. Je veux dire, je trouve ça on prend la pilule, on n'a pas besoin d'aller prendre la pilule le lendemain. C'est comme si on vit puis après on compte sur la société pour rembourser nos conneries. C'est un petit peu embêtant, mais c'est comme ça. C'est le monde moderne. Les gens font passer leur plaisir avant leur raison des fois et voilà, faut arriver à doser. C'est pas simple. Bon, donc vous êtes responsable, vous mettez des préservatifs et ça va, vous êtes plus trop angoissé là. Non, je fais des rencontres de temps en temps, à droite à gauche, mais beaucoup moins qu'avant, parce que la libido se calme aussi. Je veux dire, j'ai été en pleine... voilà, maintenant, c'est vrai que je préfère la qualité que la quantité, mais j'ai énormément vadrouillé, oui. Oui. Mais vous êtes sain et sauf, tout va bien. On se calme un peu, bon. Oui. Donc c'est bien. Bon, merci. On va au lit. Merci beaucoup. De temps en temps, c'est bien aussi un bon livre. Oui, c'est vrai. Merci Walter, en tout cas. Merci de votre témoignage. On va continuer dans cette deuxième heure. Si vous protégez pas, que vous avez envie de réagir, allez-y, on va pas vous juger. De toute façon, on va juste essayer d'évaluer si vous prenez beaucoup de risques ou pas, parce qu'au moins, on pourra vous donner une information qui vous fera peut-être changer d'avis. Et puis, je vais vous donner une petite devinette, Patricia Martin-Lamante. Elle est assez mignonne. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme ? Je ne dis pas la femme, je dis l'homme. C'est demain qu'on parlera de la femme. Pourquoi Dieu a créé l'homme ? Vous avez le temps des infos pour me trouver la réponse. Nous allons continuer à faire l'inventaire des IST et on peut vous répondre au niveau des pratiques. Quelles sont les pratiques les plus à risque ? Si vous avez envie de poser des questions à Patricia Martin-Lamande qui est avec nous, n'hésitez pas. Elle est sexologue et dermatologue et on peut aussi répondre éventuellement à des questions d'eczéma, de psoriasis, enfin je ne sais quoi, toutes ces maladies qui sont... Comme je le dis souvent, la peau, c'est ce qui nous réunit ou nous sépare de l'autre. Bien sûr. Donc les maladies de peau, c'est fréquemment... ça peut nous séparer même définitivement dans certains cas. On peut voir des divorces, des vraies séparations à cause d'une maladie de peau qui n'est pas traitée, bien sûr. Donc c'est pas du tout anodin. Alors avant de donner la parole à Paul qui nous a rejoint, pourquoi Dieu a créé l'homme ? Ah oui, oh là là. Je sais pas, pour peupler la planète, pour peupler la Terre. Ah ça c'est réussi, de ce côté-là, il n'y a pas de doute, il a réussi son projet. Non, en fait, Dieu a créé un homme parce qu'un vibromasseur, ça ne sait pas bricoler.
Ah là là. Donc, si on veut quelqu'un qui bricole, on est obligé de prendre un homme qui va peut-être servir aussi de vibromasseur. Bon, d'accord. C'est très mignon. Bon. On verra demain pourquoi il a créé la femme. Hein. Oui. Bonjour Paul. Et bonjour à vous et à votre invité. Bonjour. Merci de réagir Paul. Donc de temps en temps, vous vous protégez pas tellement, hein, je crois. Oui, c'est plutôt l'inverse. Je me protège vraiment rarement. Oui. Et... À partir du moment où ça ne m'est pas exigé ou que ça ne m'est pas installé par la conjointe du moment, je me passe de tout ça. Ouais. Vous avez plusieurs partenaires ou non? Oui. Oui. Alors, par contre, en ce moment, c'est des partenaires avec qui il n'y a pas pénétration. Ah, il n'y a pas de pénétration. Alors ça c'est intéressant parce que il y a cette mode qui fait croire que parce qu'il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de risque. C'est la voie buccale. D'abord Paul, je vous rassure, vous faites partie de la catégorie d'hommes qui ne se protègent pas. Vous êtes loin d'être le seul et on ne va pas vous stigmatiser. Mais il est vrai que la pénétration et la pratique, enfin c'est plus à risque, mais ça ne veut pas pour autant dire que sans pénétration il n'y a pas de risque. Il y a la salive, il y a le problème de la salive. Par exemple, on peut attraper une hépatite B par la salive, uniquement par la salive, en embrassant, en buvant dans le verre d'une personne. C'est une vilaine maladie. C'est une vilaine maladie. Ça détruit le foie. Absolument. Et ça peut faire mourir. Terminer en cancer, et faire mourir. Oui. Alors, il y a aussi les mycoses, il y a des... Enfin, revenons à la syphilis, même la syphilis. On peut attraper par la bouche des MST. Bien sûr. Oui, et le sida, si la bouche saigne, c'est un saignement. Oui, je sais bien. Oui. Si on vient de se faire arracher une dent, c'est pas bon. Voilà. Mais ça veut dire que quand on embrasse quelqu'un, on peut attraper une hépatite B. Si la personne est contaminée par l'hépatite. Oui, donc ça peut se transmettre par le baiser. Ah oui. Ça, c'est une information qui est quand même embêtante, oui, parce qu'il faudrait même pas embrasser avant d'avoir fait faire des tests, si on vous écoute. Ça devient compliqué. Oui, ça devient trop compliqué, on sait bien. Peut-être qu'on s'embrasse moins aujourd'hui aussi. Je pense que les gens font très attention. Depuis le Covid, de reste, on a plutôt tendance à serrer la main, le poing, etc. Oui, mais enfin, là peut-être moins d'embrassage. Pour attraper l'hépatite B, il faut s'embrasser avec. Oui, quand même. Il faut bouche à bouche. Oui, on est bien d'accord. Oui. Alors, sinon, bien sûr, vous aimez pas mettre un préservatif. Vous en avez déjà mis ou pas? Ah oui, ça m'arrive pas mal. Oui. Mais pas à chaque fois. Non. Non. Après, je dirais pas que la sensation est moins bien. Des fois, je suis surpris, j'ai des éjaculations qui arrivent sans l'orgasme. Ça, c'est alors qu'avec le préservatif, c'est conjoint. J'ai vraiment l'orgasme qui arrive avec l'éjaculation quand il y a le préservatif. Donc, c'est des plaisirs différents, j'ai envie de dire. Peut-être que le préservatif resserre un peu, exerce une pression sur la verge et que ça vous permet de jouir un peu plus facilement, d'avoir de meilleures sensations. Donc vous avez intérêt à mettre un préservatif alors, si je vous écoute bien. Ah, c'est bien joué. Oui. Mais c'est vrai, c'est un peu plus, ça dépend de l'envie de la partenaire. En fait, comme je suis beaucoup dans l'écoute de l'autre, c'est plus pour l'autre. Donc ce seraient les femmes qui veulent pas que vous mettiez de préservatif? Des fois, ça m'est arrivé que, par exemple, le fait d'être sur des préliminaires et de vouloir... J'aime bien rester sur du préliminaire, en fait. Mais des fois, il y a des demoiselles qui se mettent à s'exploser en l'air, en vol, et qui sautent dessus, entre guillemets, et donc on s'emboîte directement sans rien. D'accord. Par exemple. Oui. Ça peut arriver. Mais peut-être que ça crée une excitation supérieure. Le risque peut créer, quelque part, quand on prend un risque, ça peut créer plus d'excitation, parfois. Ça m'est arrivé d'avoir une demoiselle que je venais de rencontrer. On commence des préliminaires. Il y avait un préservatif sur le coin du canapé. Elle le prend dans sa main et puis après, elle le jette en l'air. Allez, super, on fait pas sans protection, c'est génial. Donc oui, il y a ce côté-là aussi de déviance aussi peut-être, oui. Et donc vous laissez faire? Oui, oui. Oui, pour faire plaisir à l'autre. Ouais. Mais je comprends. Oui, mais bon, il faut penser un peu à vous aussi. Parce que là, vous prenez des risques, évidemment. Vous savez. Oui. Oui, vous savez. Et vous faites des tests ou non? Oui. Ah oui, quand même. Oui, fréquemment, oui. Et tous les combien? 2 fois par an. Ah oui, toujours pareil, 1 fois par an. Ouais. C'est déjà, on va dire que c'est déjà pas mal, parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être jamais fait de Il y en a qui n'en font jamais, bien sûr.
Et comme les médecins, quand on fait des analyses de sang... Souvent, ils ne demandent pas. Non, je sais bien. Les dermatos, on demande. Nous, on est obsédés par les MST. Ouais, vous êtes sur le terrain, si je puis dire. On est sur le terrain, on demande. Oui, malheureusement, oui, il faut penser un peu à vous, parce que, bon, les MST, bien sûr, ça se traite, mais enfin, parfois, c'est quand même un traitement long, compliqué. Enfin, c'est pas... Après, en plus, vous ne trouvez pas de dermato, vous ne trouvez pas de dermatologue, il n'y en a plus. Ce qui est dommage, c'est qu'en plus, vous avez l'air de le supporter bien, le préservatif. Donc, c'est dommage de ne pas le mettre. Justement. Des fois, quand même, je dirais pas des échecs, mais des fois où je ne vais pas à terme parce que en fonction du feeling avec la personne, ça me coupe vraiment les sensations. Ça arrive des fois, ça. Donc, mais vous préférez que votre partenaire soit sur vous, c'est ça? Vous préférez cette position? J'aime bien toutes les positions. Moi. Oui, d'accord, il n'y a pas une question de position. Non. En tout cas, vous prenez un risque, évidemment. Donc, vous prenez des risques importants. Si vous ne connaissez pas votre partenaire, vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle a fait avant de vous rencontrer. Surtout que vous avez l'air de rencontrer des partenaires qui sont assez libres, qui donc forcément ont plusieurs partenaires, ont eu plusieurs partenaires. Donc vous multipliez les risques, vous voyez. Oui, c'est sûr que mathématiquement, il y a plus de risques que... c'est sûr que quelqu'un... Enfin, pour moi, enfin, encore une fois, c'est pas une science exacte, ce que je veux dire. Mais quand on rencontre quelqu'un qui est libre et qui a plutôt beaucoup de partenaires et qui ne se protège pas et qui vous dit, allez, on n'en met pas de préservatif, c'est forcément une personne à risque. Oui. Parce que ce qu'elle fait avec vous, elle l'a forcément fait avec les partenaires précédents. Oui, c'est vrai que j'ai tendance dans ce moment-là, un peu occulter tout ça. Donc là, franchement, je pense que c'est un petit peu prendre un risque inutile. Enfin, parce que vous avez forcément quelqu'un qui a de toute façon eu plusieurs partenaires, donc plusieurs chances ou malchances d'avoir attrapé quelque chose. Probablement, oui. Parce que vous pouvez imposer un préservatif, vous pouvez très bien dire à votre partenaire... Vous le mettez, et puis vous lui dites, attends une seconde, et puis voilà, c'est pas... Son excitation ne va pas retomber dans la minute. Hein. Oui, on va tenter la prochaine fois. Ouais. Ah oui. C'est pas un 8 francs et massif. Écoutez-nous. Vous n'avez pas l'air d'être persuadé. Non, mais encore une fois, moi, je comprends tout à fait. Et puis, on n'est pas là pour juger. Non. Et puis, chacun fait ce qu'il veut. De toute façon, des risques, on en prend tous. On en prend en conduisant trop vite. On en prend en mangeant des choses qu'on ne devrait pas manger, etc. Donc, pourquoi on n'en prendrait pas dans notre sexualité? Il faut pas rêver. Hein. On est bien d'accord. Mais là, quand même, les conseils qu'on peut donner quand on est avec des partenaires qui sont très de passage, c'est un peu dommage, quoi. C'est tout. Oui. Bon, et je crois que vous voulez nous raconter une histoire un peu particulière, Paul, c'est ça? Oui. Eh bien, on va faire une petite pause et puis vous allez nous raconter une histoire que vous avez eue avec une femme qui exerce un métier un peu particulier, si je puis dire. D'accord. On vous retrouve dans un instant. Alors justement, Patricia Martin-Lamante, nous retrouvons Paul et je crois que vous aviez envie de nous raconter, m'a-t-on dit, c'est mon petit doigt qui m'a dit ça, votre relation que vous avez eue avec une femme qui a exercé le métier de prostituée. Oui, c'est ça, c'est une histoire qui a duré 2 ans. 2 ans, oui. Ouais, qui s'est terminée pour une raison de retour sur son pays d'origine, pour retrouver sa famille et son enfant. D'accord. Mais alors, vous la rencontrez parce que vous allez la voir en tant que client ou... Alors, c'est une voisine de palier, en fait, à la base, sauf que la première fois que je l'ai croisée dans les couloirs, elle a cru que j'étais un client qui arrivait. D'accord. Donc c'était assez, et puis bon, je suis plutôt quand même relativement à l'aise dans la rencontre, donc tout de suite j'ai deviné, vu le comportement, etc., l'ambiance de l'appartement, c'est quelque chose de genre. Donc vous la... Alors attendez, vous la rencontrez sur le palier, elle vous invite chez elle, et vous y allez sans savoir tout de suite que c'est une prostituée, j'imagine, tandis qu'elle, si elle vous fait rentrer chez elle, c'est parce qu'elle pense que vous êtes un client. Voilà, c'est complètement le quiproquo. Je pensais que quelqu'un avait sonné sur son interphone. Faites attention parce qu'on vous entend très mal là. Je ne sais pas ce qui se passe.
Oui, en fait, son interphone est sonné. Moi, c'est la voisine des paliers, je passe devant sa porte. Elle ouvre la porte en pensant que je suis la personne qui a sonné. Je suis désolée, là, c'est pas qu'on veut pas vous entendre, c'est qu'on vous entend mal. Donc on va vous laisser tranquille. On va essayer de voir si on peut retrouver la bonne communication. Oui. Et on va donner la parole à Constance, une maman responsable. Bonjour Constance. Bonjour. Merci d'être avec nous Constance. Vous avez 2 ados qui ont quel âge? Oui, c'est ça. 15 et 17. D'accord. Bien. Donc c'est plus que temps de leur parler du préservatif, j'imagine. Ah oui, puis j'ai déjà commencé il y a un certain temps. Hein. C'est bien. C'est pas du tout tabou à la maison. C'est un sujet qu'on aborde, qu'on a déjà abordé et que je trouve qui est très très important. Bien sûr, c'est très bien déjà si vous avez réussi à parler à vos 2 ados et ils vous ont donné un retour. Enfin, est-ce qu'ils en parlent eux? Quand il y a des petits copains, des petites copines, on va dire qu'on essaie d'aborder le sujet quand même assez rapidement, parce que je pense que c'est important, surtout aujourd'hui, les choses vont très vite. Donc on en parle et c'est vrai que ça, ils ont leur petit jardin secret, bien évidemment. Oui. Hein, je reste la maman, je reste à ma place, oui. mais on aborde souvent le sujet de ce qui peut arriver malheureusement, et que il est très important de se protéger, de faire très attention et ils le comprennent très bien. Ils sont conscients des risques et donc c'est vrai que le dialogue s'installe assez facilement à la maison, c'est pas un souci. C'est très très bien, ça prouve que vous avez avec vos enfants une communication excellente et qu'ils sont tout à fait capables d'écouter, d'entendre vos conseils. Ça, tout en les laissant tranquilles et vivre leur vie, bien évidemment. Bien mais sûr, je reste la maman qui donne des conseils et qui rappelle ce qui est important. Voilà. Est-ce qu'à l'école, est-ce qu'ils ont des informations ou non? Alors au collège, oui, ils ont eu un enseignement, une approche de la sexualité, mais très sincèrement, ça reste très superficiel. Je pense que ça ne suffit pas du tout même. Non, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à la maison à en reparler, à aborder le sujet, à approfondir. Je pense que effectivement, ça ne suffit pas. Ah oui, mais tout à fait. Donc c'est un message à passer, en effet, à toutes les mamans. Il faut essayer d'en parler à ses enfants, bien sûr, très important. Et puis il faut leur acheter des préservatifs. Ce qui est bien, c'est de laisser une boîte avec des préservatifs quelque part et puis vous regardez pas et puis de temps en temps s'il en manque vous en remettez. Et ce qui est bien, puisque j'entends qu'ils viennent parfois avec des copains, ça peut servir aux copains aussi. Hein. Exactement, puis on sait que de toute façon ça arrive, donc autant être prévoyant et puis faire attention à nos enfants, les protéger. Bien sûr. Et est-ce que de temps en temps ils vous posent une question à vous ou à leur père? Pas spécialement, non. Après, ça va être quand on va peut-être voir quelque chose à la télé, un reportage ou une information où le sujet va naturellement arriver, on pourra discuter de certaines choses, mais sinon non. Non, c'est assez normal. Hein. C'est même presque bon signe. Ça veut dire qu'il y a un respect intergénérationnel de la sexualité et c'est plutôt bon signe. Moi, je suis pas très fan. Je suis pas très fan quand un ado pose trop de questions aux parents. Ça me paraît pas tout à fait sain. C'est malsain, même. C'est très malsain. Mais ce qui est bon signe, c'est que d'abord, ils vous ont pas rejeté quand vous leur en avez parlé. Donc ça veut dire qu'ils sont ouverts. Hein. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que vous arrivez à discuter de sujets de société, même si c'est des sujets de société qui touchent un peu l'intime. Tout à fait. Et alors, est-ce que vous êtes étonné de cette nouvelle génération ou est-ce que finalement vous trouvez qu'il n'y a pas tellement de changements ? Les choses ont bien changé quand même. Hein. Les jeunes d'aujourd'hui sont pas... Enfin, moi, je sais que mes enfants, 15 et 17 ans, ce qu'ils font aujourd'hui, ce qu'ils vivent aujourd'hui, je le vivais pas à leur âge. Hein. Les choses je suis bien d'accord, mais moi, je pose la question et j'attends votre réponse. Hein. Je suis pas... Et qu'est-ce qui vous surprend le plus ? Parce que 15, 16, 17, on est vraiment dans la génération qui arrive, là. Hein. Et qu'est-ce qui vous surprend? Moi, je trouve qu'il y a je sais pas, je trouve que tout va très vite. Ils s'inquiètent pas forcément comme nous, on pouvait s'inquiéter à leur âge. Aujourd'hui, ils foncent, je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer. Moi, je prenais plus mon temps, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout va très très vite. C'est vrai, il y a de ça. Mais vous les avez peut-être aussi bien sécurisés, donc ils peuvent foncer. Ah oui, tout à fait. Ah oui. Puis bon, c'est un phénomène que je constate avec tous les jeunes d'aujourd'hui, hein, en fait. Hein. Et c'est pour ça que j'invite les parents à être
vraiment très ouverts sur plein de sujets avec leurs enfants. Il faut tout aborder en fait, hein, parce que le temps passe vite et ils ont besoin de connaître beaucoup de choses de plus en plus jeunes aujourd'hui. Donc il faut discuter un maximum. Oui. Et ce qui est important, je pense aussi pour les jeunes d'aujourd'hui qui s'informent beaucoup par les réseaux sociaux, il faut leur rappeler que les réseaux sociaux, c'est pas une vérité absolue et que peut-être parfois il faut aller chercher des réponses de manière plus juste, quoi. Tout à fait. Ce qu'ils peuvent regarder sur les réseaux, c'est pas forcément la réalité aussi. Hein. Donc il faut bien qu'ils aient conscience que la vraie vie, elle n'est pas forcément sur Internet et qu'effectivement, il faut se renseigner ailleurs. Par exemple, sur les questions de sexualité, sur les réseaux sociaux, parfois on trouve des vraies bêtises. Complètement. Ah oui. C'est même catastrophique sur les réseaux sociaux parfois. Il y a des injonctions qui sont complètement folles. Oui. Enfin, maintenant, ils vont aussi sur l'intelligence artificielle. Ça, c'est encore pire. Et donc, oui. Oui, mais parce qu'ils oublient une chose énorme qui est pourtant tellement évidente, c'est que tout ce qui s'inscrit sur l'intelligence artificielle, ça c'est d'abord inscrit par un humain. Évidemment. Donc l'humain n'étant pas parfait, l'intelligence artificielle ne peut pas être parfaite. Ne peut pas leur donner la perfection, bien sûr que non. Mais c'est tellement pratique, tellement facile mais il faut ça. Ça, je suppose que vous en avez parlé avec eux. Tout à fait, oui, il faut garder un certain recul par rapport à toutes ces nouvelles technologies. Et si on a une question, il vaut mieux la poser à maman, je pense, et qui sera de bons conseils. Et ça, c'est vrai. Oui, non, complètement, je suis d'accord avec vous, oui. Écoutez, en tout cas, bravo, parce que vous faites le boulot et visiblement, quand les parents étaient présents et ont bien éduqué, ça se passe bien. On entend trop souvent justement des critiques des parents. La preuve que non, il y a encore des parents qui savent éduquer leurs enfants. Merci. Merci à vous Constance. On se retrouve dans un instant et puis on va se retrouver évidemment pour le Sexo Conseil du jour. De quoi va-t-on parler ? Eh bien, on va parler de la culture sexuelle justement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec la notion de culture sexuelle ? Vous le saurez dans un instant. Alors Patricia Martin-Lamante, je vais parler de la culture sexuelle. La culture sexuelle, c'est notre ouverture à la sexualité, notre capacité à avoir une fantasmatique érotique. Et ça dépend de plusieurs paramètres. Et je vais vous proposer justement de définir clairement ces différents paramètres, parce que ça va peut-être vous aider, pas vous, Patricia Martin-Lamante, mais ceux qui nous écoutent, ça va peut-être vous aider à comprendre mieux pourquoi vous avez des inhibitions ou des excès. Par exemple, pourquoi vous ne mettez pas de préservatif ? Alors, la première le premier paramètre qui parle de notre culture sexuelle, c'est l'époque dans laquelle on arrive. On imagine bien que les femmes qui sont nées avant 1850, elles n'avaient pas la connaissance du point G. Parce que le point G, on en parle finalement depuis très peu de temps. Ensuite, il vient la culture dans laquelle on baigne, c'est-à-dire la culture dans laquelle on grandit au moment de l'adolescence et du début de sa vie d'adulte. Donc ça fait déjà deux paramètres qui sont très différents, parce qu'on voit bien qu'entre 0 et 20 ans, pourquoi je dis ça ? Parce que la première, on est plutôt influencé par la culture de nos parents quand on vient au monde. Et ensuite, par la culture dans laquelle on grandit. Ensuite, il y a le pays qui compte également, parce qu'il y a le pays dans lequel on est élevé, et puis il y a le pays de nos origines. Et on voit bien aujourd'hui où on est dans une société très multiculturelle, c'est pas la même chose d'être d'origine musulmane que d'origine indienne ou d'origine, chinoise, etc. Ça a beaucoup d'importance parce que notamment la relation entre les hommes et les femmes, suivant les cultures, sont très différentes. J'ai pas besoin d'en dire plus. Et puis après, il y a le milieu social aussi, qui a peut-être un impact moins fort, mais qui a quand même un impact, parce que quand on grandit dans un milieu très aisé, on va pas avoir le même rapport au risque, par exemple. Il y a aussi des choses qui vont bouger par rapport à notre culture sexuelle.
Et puis, il va y avoir l'éducation et surtout la manière dont on est élevé en tant que garçon ou en tant que fille ou en tant que neutre, mais ça c'est pas encore très fréquent, parce que la différence et cette notion de différence des sexes et cette notion de genre, alors ça c'est très très nouveau. Et ça a énormément fait bouger les rapports entre les hommes et les femmes, cette question du genre, justement. Parce que quand on réfléchit bien, au début du siècle dernier, on était fille ou on était garçon, et déjà ça donnait un comportement qui était assez stéréotypé. Aujourd'hui, on peut être une fille et avoir plusieurs partenaires, on peut être un garçon et être romantique. Ça fait une ouverture énorme sur notre capacité de choix. Voilà. Alors ensuite, il y a les expériences et notre vécu. Parce que la première fois qu'on fait l'amour, ça aura une importance plus ou moins grande. Et puis après, il y a ce qu'on va vivre. Plus on a eu d'expériences sexuelles, évidemment, plus on va avoir de connaissances. Moins on en a eu, plus on va peut-être être surpris par un nouveau partenaire, etc., etc. Alors quand on voit tout ce que j'ai cité comme paramètres, on voit bien que la culture sexuelle de chacun, elle est j'allais dire, elle est unique pratiquement. Bien sûr. Donc c'est normal que quand on rencontre quelqu'un au début, on n'est pas tout à fait la même vision de la sexualité et que ça demande donc de l'adaptation et peut-être de la communication. Complètement, parce que les êtres humains sont tellement différents. Chaque être humain est unique en fait. Absolument. On est unique, absolument unique. Et on voit bien que si on a eu, comme Constance le disait, donc un parent assez libre sexuellement, qui nous parle de sexualité, qui nous parle de précaution, on va mettre, on va plus facilement avoir accès aux préservatifs. Si on a eu des parents très très bridés, on va peut-être prendre des risques et on va pas faire forcément ce qu'il faut. Alors, il vous reste quelques minutes pour peut-être aller à la découverte de ce kit BDSM que le Sud Radio et Passage du Désir a le plaisir de vous offrir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un kit qui est composé de 6 pièces pour vous faire découvrir donc justement le monde du BDSM. Si vous voulez le gagner, vous envoyez Brigitte par SMS au 7 20 18. Bonne chance à tous. Et on continue avec Karine. Bonjour Karine, merci de prendre la parole. Bonjour Brigitte, bonjour Patricia. Bonjour. Oui, alors moi, ça a été plutôt la première fois parce que c'était en vacances d'été à Royan, ou Arcachon, je sais plus. Et on prévoit pas, on se trimballe pas avec une boîte de préservatifs dans la poche ou dans son maillot pour dire tiens. Si on n'a pas prévu ça, j'ai décidé. Non. Surtout la première fois. Donc c'était ma première fois en fait. Ouais. D'accord. Donc ça s'est fait, on n'a pas prévu. D'abord on était timide, on savait pas trop comment s'y prendre et tout. Donc j'avoue que c'était pas le premier truc auquel on a pensé. Non, ce que je veux quand même signaler, parce que c'est vraiment important ce que je vais dire, la première fois quand on est très jeune, le plus grand risque c'est d'être enceinte. Oui, bien sûr. C'est pas d'attraper une IST. Oui, moi j'avais 17 ans et demi, presque 18 ans. Donc j'étais déjà, je prenais déjà la pilule. Ah, vous preniez la pilule, déjà, bravo, vous aviez une maman. Oui, bien sûr, mais enfin, mais vous aviez une maman. Vous aviez une maman qui, quand même, vous avez bien protégé. En pharmacie. Un petit peu à la page. Ça aide. Tout à fait. Bon, donc ce risque-là n'était pas. Et après, en fait, j'ai beaucoup fait moi d'animation, comme chef d'équipe et tout. Et je dirais pas la marque de préservatif. On a fait, quand j'avais 30 ans, parce que j'en faisais encore, mon physique pouvait me le permettre, on allait sur les plages avec des hôtesses et tout, et on distribuait des préservatifs sur la plage. Donc j'en ai fait tout un stock pour mes fils. C'était en quelle année ça ? Alors ça, c'était en 2000. En 2000, donc bien après l'épidémie, quoi qu'en 2000, c'était pas encore... J'ai eu des enfants, moi. Oui. Brigitte, j'ai eu des enfants, donc j'ai prévu pour mes enfants. Donc je leur avais fait chacun un sac avec des préservatifs. Mais comme si cette première expérience, votre première expérience sans préservatif, justement, a créé chez vous ce désir, plus tard, beaucoup plus tard, de distribuer des préservatifs. Quoi. Oui, évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait des petits sacs et je leur ai mis dans leur table de nuit.
D'accord. Voilà. Après, ils s'en servent ou ils s'en servent pas. Enfin, oui, vous c'est voyez ça. ce que je veux dire. Mais Je suis pas allée vérifier, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en tant que parent, hein, c'est de laisser Voilà. traîner quelque part pour eux, et puis comme ça. Voilà, ils savaient qu'il y en avait, voilà. Très bien. Et donc ensuite, vous avez été sur les plages distribuer à des jeunes, donc. Oui, on distribuait les préservatifs, en fait. C'était pendant la saison d'été. Mais c'était on une marque, si j'ai bien compris, puisque vous ne voulez pas citer la marque, c'était une marque de préservatifs qui vous payait en tant qu'hôtesse pour distribuer les préservatifs. C'est-à-dire qu'on travaille pour une boîte d'agence qui est sur Paris. Oui. Je dirais pas le nom. Et on faisait toutes les plages du Sud avec une équipe. Et on faisait plage par plage. Alors on faisait Carnon, Palavas, la Grande Motte. On est descendu. Mais c'est l'époque où le ministère de la Santé certainement. Oui, c'est ça. Parce que j'essayais de comprendre. Ouais, ça tout le mois de juillet. Il y avait des budgets à l'époque, certainement. Oui, ça devait il y avait du budget, c'est vrai. Hein, voilà. Alors qu'aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est fini, oui, c'est terminé ça. Malheureusement, c'était une bonne idée. J'imagine. Moi, j'en trouve encore chez mon médecin. Hein. Ah bah oui, le médecin quand même. Mais même dans les écoles, dans les clubs libertins, tout ça, il y a des distributeurs de préservatifs. C'est pas ce que je veux dire. Mais les distributeurs. Il n'y en a pas que là, Brigitte. Il y en a aussi, vous savez, dans les points pour les jeunes là. Comment vous appelez bien ça, sûr. Les centres jeunes là. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup. C'est pas exposé en grand, mais s'ils veulent, ils peuvent accéder. Non, mais aujourd'hui, l'accès aux préservatifs est très facile. Mais j'imagine quand vous alliez sur les plages, il y avait des jeunes qui venaient vous rafler un maximum de préservatifs, non? Pas plus que ça. Non, ils étaient gênés On parfois. les distribuait. Non, c'est parce que c'était par 2 ou 3, je crois. Ils étaient attachés, donc non, ça va. Après, je sais pas, j'ai pas regardé ce que les filles ont distribué, mais on en a distribué pas mal quand même. Hein. Mais bon, c'était le but. Hein. Oui. Et après, on faisait le soir les boîtes de nuit. Alors, vous voyez, on était bien occupés. Et le soir, vous distribuiez les préservatifs dans les boîtes de nuit. Oui, bah oui. C'était une bonne idée, tout ça. Ah non, c'était sympa. Mais on les distribuait à l'entrée, quoi. Enfin, on n'était pas dans la boîte. On les distribuait à l'entrée. Oui. Ben, moi, j'avais une amie qui allait dans les boîtes de nuit échangistes, club échangistes dans toute la France et qui distribuait en effet des préservatifs. Il y a eu une époque où il a fallu vraiment éduquer la société à utiliser le préservatif parce qu'on venait d'années où il y avait pas besoin, quoi. Absolument rien du tout avant. Oui. Puis il faut pas oublier qu'on venait aussi d'une époque où la publicité du préservatif était interdite parce qu'on était encore dans une époque où il fallait que les femmes aient des enfants. Voilà. Il y avait cette, vous savez, la natalité, l'après-guerre, enfin pendant la guerre, n'en parlons pas. Mais après, c'était vraiment une époque où les femmes étaient faites pour faire des enfants, mais toutes les périodes après-guerre jusqu'aux années 85-86, je crois, la pub du préservatif était interdite. Oui, pour la natalité, évidemment. Parce que c'était un... moi, je l'ai eu plus tard, un frein. 92, 96, Oui, je sais bien. C'est un frein à la natalité, évidemment. Ben oui, donc c'était quand même... Mais regardez maintenant, les femmes, elles ont presque 30, 35 ans pour avoir des enfants. Ah oui, même 40. Oui, et puis elles en ont de moins en moins. Non, mais je sais bien, mais c'est toujours intéressant de comprendre les pourquoi des choses, parce que c'est ça. Je viens de parler dans mon sexo-conseil de la culture sexuelle, mais s'il y a une pub de préservatif, on va plus facilement en mettre que s'il n'y a pas de pub. C'est tout. On sait très bien la puissance de la pub. On n'y pense pas. C'est-à-dire qu'on n'y pense pas, ou alors ça casse tout quand on y pense, parce que ça freine, quoi. Du coup, ça freine. Oui. Si ça avait été le cas, je freinerais quand même. Hein. Mais parce que c'est quand même, enfin, je veux dire, faire l'amour avec quelqu'un, c'est quand même faire du pot à pot. On n'a pas envie de mettre un petit bout de caoutchouc entre les deux. Il faut aussi comprendre que c'est assez logique. Qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie. On n'a pas envie, mais bon, je suis rationnel aussi. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Je dis aussi qu'il faut comprendre les résistances. Et c'est en travaillant sur les résistances qu'on arrivera à aider les gens, les jeunes, à en mettre. C'est pas en leur disant... vous savez très bien que quand quelqu'un n'a pas envie de faire quelque chose, plus on va insister pour qu'il le fasse, plus il ne le fera pas. Surtout pas. C'est ça, je confirme. Bah oui, ça fonctionne comme ça, un être humain. Tu dis, c'est ça,
Donc les injonctions, tu dois, il faut, ça marche pas. Ah non, tu dois, non. Ça, c'est impossible. C'est pour ça que moi, je l'en aurais mis en stock dans les chambres, et voilà. Et dans la salle de bain, comme bon, c'est un endroit discret. Je regarde pas s'il y en a moins ou plus. J'en rajoutais à chaque fois un peu, du coup, voilà. Bah, ça veut dire qu'il y en a moins. Hein. Vous me faites sourire, là, Karine. Ah, mais ça me faisait sourire. Mais c'est bien. J'en étais dans le sac, alors je me suis fait engueuler. Hein. Ah oui, parce que c'était trop. Brigitte, j'en avais mis dans le sac. Oui, mais là c'est trop direct. Là, il faut pas. Ah oui, dans le sac. Moi. Dans le sac de cours, et il a vidé son sac sur un bureau. Et il s'est fait allumer parce qu'il avait ça dans son sac. Ah oui, mais c'est pas moi, c'est maman. Bah voilà. Mais je savais pas, moi, qu'il allait renverser son sac sur le bureau. Non, bien sûr, mais c'est drôle. C'est drôle parce qu'il a dû être le premier sur le coup. C'était pas des bonbons, non. C'était pas des bonbons. Bon, ben bravo en tout cas, Karine, vous avez fait le job, comme on dit. Merci beaucoup de votre témoignage. On va revenir dans un instant. On va peut-être évoquer aussi le chemsex, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, je trouve, et c'est quand même aussi dans cette émission qu'on doit donner ce genre d'informations, et j'imagine que vous connaissez bien. Vous nous direz ce qu'il en est. On peut peut-être aussi évoquer la drogue du violeur, dont on parle peu, mais qui est en nette augmentation. Ah oui. Toutes ces infos, vous les avez dans 1 minute. Patricia Martin-Lamante est avec nous. Vous êtes sexothérapeute dermatologue, vous consultez à Paris et vous avez beaucoup travaillé sur la prévention. Il y a 2 choses dont on n'a pas parlé qui sont malheureusement très à la mode, si je puis dire. D'abord, le chemsex, hein, ce sont c'est énormément utilisé dans les milieux gays. Hein, ce sont des drogues qui augmentent les sensations et puis qui surtout désinhibent. Oui. Et il y a des soirées, voire même des week-ends de chemsex. Donc ça, c'est bien que les parents soient au courant et préviennent quand même leurs enfants, hein, parce que aller passer un week-end à se droguer, et on sait que ça peut être mortel. Bien sûr. Parce que ça augmente le rythme cardiaque, etc. Ah bah bien sûr. Il y a des morts de façon courante. Hein. Et il faut absolument expliquer aux enfants. C'est vrai que c'est surtout dans le milieu gay, quand même. Certes, mais ça existe. Mais ça existe aussi, même chez les hétéros. Hein. Et puis, de toute façon, il y a beaucoup de gays aujourd'hui. Oui. Et puis, peut-être faire un petit point aussi sur la fameuse drogue du violeur, ce produit qu'on met dans le verre, dans une boîte de nuit souvent, mais ça peut être dans un bar. Oui. Donc, redire aux femmes, faites attention, ne laissez pas traîner votre verre n'importe comment, n'importe où, parce que une fois que vous avez bu ça, vous perdez un petit peu conscience de ce que vous faites. En fait, il faut garder son verre, il faut pas le reposer, quoi. C'est ça. Il faut garder son verre avec soi et faire très attention, en effet. Parce qu'une personne peut très rapidement... Et c'est quelque chose qui est en nette augmentation, semble-t-il, d'après beaucoup de viols à cause de cette drogue. Voilà, c'était bien de rappeler ça. C'est un peu malheureusement les 2 nouveaux produits toxiques qui sont sur le marché. Bruno est avec nous maintenant. Bonjour Bruno. Bonjour Brigitte et bonjour à notre invité. Patricia Martin-Lamante, oui. Alors, vous avez des enfants aussi, vous êtes papa de 5 enfants ? Oui, 5 enfants, dont les petits sont vraiment petits, mais les grands sont vraiment grands. J'ai 2 grands garçons qui ont 27 et 25 ans. Et donc, alors, comme c'est des garçons, c'est moi qui à l'époque ai pris la parole vis-à-vis d'eux et sur les protections, et je leur ai toujours montré où est-ce que je rangeais des préservatifs à la maison, et j'ai fait en sorte qu'ils en aient toujours à disposition facilement. Que ce soit pas un problème pour eux, sans devoir me demander à chaque fois ou de devoir surtout pas, bien sûr. Libre service à un endroit précis. Alors je vais expliquer. Vous n'avez pas besoin que je vous l'explique. Vous avez très bien compris. Je vais expliquer pourquoi c'est important. Parce que si l'enfant doit demander à un de ses parents un préservatif, ça veut dire
papa ou maman, je vais faire l'amour. Et ça, c'est pas possible. On peut pas avec ses parents. C'est comme si les parents disaient aux enfants, bon, ce soir, soyez sages parce qu'on va faire l'amour. Ça n'existe pas. Enfin, c'est pas possible dans une famille. On peut pas. Et donc, si les enfants savent qu'il y a des préservatifs, qu'ils peuvent les prendre, et si il n'y a pas bien compté le nombre de préservatifs, tout ira très bien. Ils iront prendre les préservatifs, personne n'en parle, et c'est très bien. Voilà, et ça s'est bien passé. J'entends, oui, bravo. Et j'ai acheté quelques boîtes quand ils étaient à la maison, et voilà. Donc ça, c'était bien. Et donc, ce que je peux ajouter, là, j'ai plutôt des filles par la suite. Donc, c'est, je pense, la maman qui aura ce type de discours. Je trouve que c'est plus simple que ce soit vis-à-vis des filles. Et, surtout pour les questions de règles, de contraception, etc. C'est mieux. Mais maintenant, les papas savent très bien faire aussi. Hein. Moi, oui, je serais pas très embêté, mais j'ai pas envie qu'elle soit embêtée. Donc, je pense que c'est plus simple avec. C'est peut-être un peu plus délicat quand même pour le père de parler à sa fille. C'est mieux, mais je vois des pères qui font ça très bien aussi. C'est plus facile pour eux. C'est plus facile pour les pères aujourd'hui qu'il y a une génération. Mais je note que c'est quand même pas anodin, puisque justement un de mes grands-fils a un de ses amis qui maintenant est séropositif. Et alors, mes enfants peut-être pourraient aussi avoir ce type de problème, quoique je pense que les deux sur la protection là-dessus ont été, je dirais, ont bien reçu le message. Et donc ça n'arrive pas qu'aux autres, où c'est pas forcément très lointain, puisqu'il est très récent, donc sur une génération qui a 25-26 ans, des gens qui ont encore des pratiques à risque, ça existe, et d'ailleurs tellement à risque qu'ils faisaient un test tous les 3 mois, et qu'actuellement il ne sait pas très bien qui a pu vraiment lui passer ça, sachant qu'il dit personne lui a dit qu'en effet eux aussi étaient positifs, parce qu'il a été revoir quelques-unes de ses partenaires pour leur donner quand même cette information, et tout le monde a dit non, moi j'ai vu le test, j'ai rien. Donc se dire que malheureusement ce genre de... Et il s'est pas drogué avec des seringues non, on ne sait jamais, excusez-moi, mais c'est possible. C'est une relation non protégée et presque une pratique courante qu'il avait en tête en disant tous les 3 mois je ferai un test et je verrai bien. C'est pas le cas de mes enfants auxquels je leur ai appris un peu autre chose, parce que l'intégrité physique et la santé, ça n'a pas de prix. Mais pour dire aussi que malheureusement, les affections et même d'être séropositif, c'est pas de la science-fiction ou c'est pas une littérature éloignée. Non, pas du tout. Pas du tout. On connaît aujourd'hui le chiffre de nombre de personnes qui sont encore qui contractent encore le sida aujourd'hui par an. Le sida, il y a peut-être une dizaine de mille à peu près. Qui ont le sida. Oui, ça je connaissais ce chiffre. Oui, à peu près. Mais qui actuellement, enfin vous voulez dire cette année par exemple, non, c'est pas de chiffre, pas vraiment de chiffre. On ne sait pas. Mais il y a aujourd'hui 10 000 personnes qui seraient séropositives, mais soignées. Oui, soigner. Parce que ce qui laisse croire aujourd'hui que le sida n'est plus dangereux, Bruno, je suis obligée de donner ces informations, vous la connaissez peut-être, mais c'est parce que quand on est soigné, quand on est en trithérapie et qu'on a qu'on a le virus du sida, on ne le transmet plus. Oui, parce qu'on n'a plus de virus dans le sang. Enfin, c'est négatif. La charge virale est négative. Voilà, mais on est toujours, on est toujours porteur du virus, mais on ne le transmet plus. Ce qui laisse à penser que, a priori, on risque plus rien. Mais il peut y avoir malheureusement quelqu'un qui n'est pas sous thérapie et qui est donc porteur du virus. Mais c'est quand même relativement, c'est beaucoup moins grave qu'il y a 20 ans. Mais c'est la preuve, vous le dites, et il sait même pas depuis quand il est séropositif. Oui, il y a ceux qui transmettent. Tous les 3 mois. Donc, dans l'intervalle des 3 mois, il ne sait pas qui a pu transmettre. Oui, mais parfois, il peut y avoir une personne qui transmet volontairement. Malheureusement, ça existe. Des gens qui sont séropositifs, ils savent parfaitement qu'ils sont séropositifs et qui, par esprit de vengeance, on ne sait pas, veulent détruire l'autre
et qui transmettent volontairement. Ça existe aussi. Oui, malheureusement. Il y a même eu un procès à ce sujet, je me souviens. Oui. Et oui, ça existe. Et merci de conclure par votre témoignage. Comme ça, on peut donner, donner un petit peu plus d'envie aux gens de se protéger. Ah oui, bien sûr, il faut rester positif en se protégeant. Normalement, on n'est pas censé attraper toutes ces maladies. Hein. Mais il faut pas. On entend quand même, vous voyez, pas mal de personnes qui disent quand même que finalement, elles se protègent pas. Ça, moi, je l'entends tous les jours. Hein. Tous les jours, on me dit oui, finalement, je pense qu'il y a bien 30% de la jeunesse qui aujourd'hui ne se protège pas. En tout cas, pas assez. Ce serait à peu près le chiffre que je donnerais. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, à peu près. Oui. Donc, mais en même temps, là, on a eu la chance d'avoir des parents responsables. C'est vrai. Constance, Bruno. Mais tous les parents ne sont pas responsables. Là, ils ont bien joué leur rôle de parents. Là, c'est très bien. Je pense qu'il faut surtout, c'est pas tellement de responsable, mais désacraliser la chose je pense que beaucoup de parents veulent le mieux pour le meilleur et la sécurité de leurs enfants. Donc on les met sur des rehausseurs et on met des ceintures de sécurité quand on est en voiture. Et quand on a une activité sexuelle, on se protège. Exactement. Voilà. C'est tout à fait vrai, bien sûr. Écoutez, merci et bravo pour avoir protégé vos enfants, on va dire. Oui. Merci beaucoup Bruno de ce témoignage. Avant de conclure, on en est où du préservatif féminin, le Fémidon il est passé un petit peu à la trappe? Ah oui, carrément. Oui. Je pense qu'il y a très peu de femmes qui l'utilisent. J'ai une femme, mais c'est rarissime. D'abord, c'est très rare. C'est trop lourd. Enfin, c'est pas très érotique. C'est pas érotique ça du fait tout. Du bruit. Non, ça va pas du tout. Et puis en plus, il coûte très cher. Il coûte très cher. Il était pas. Franchement, on l'a oublié pratiquement ce préservatif féminin. C'était peut-être une bonne idée, mais en réalité, en pratique. Oui, moi je me souviens, on m'en avait donné, j'avais regardé, j'avais essayé de. Même moi, j'avais pas trouvé ça très agréable à mettre. Non. Et franchement, pour les femmes, malheureusement, non, ça va. On n'en a pas à nous, malheureusement. Non. Donc c'est toujours le préservatif masculin. C'est toujours pour l'homme. Oui. Voilà. Mais c'est aux femmes de le donner, c'est ça qu'il faut. C'est aux femmes d'apprendre à le mettre, à le donner aussi à leur partenaire. Et ne pas hésiter à mettre du lubrifiant en plus, même s'ils sont lubrifiés, parce que lorsqu'on fait l'amour et que ça dure un peu longtemps, ça chauffe un peu et ça peut être irrité, et du coup ça peut provoquer des mycoses. C'est peut-être le dernier conseil qu'on peut donner. Exactement, ça peut irriter, donc remettre du lubrifiant avant de faire l'amour. Bien sûr, il faut apprendre ça aux femmes aussi à faire ça, bien sûr. Bon, on a encore du boulot, Patricia Martin-Lamante. Merci en tout cas d'avoir passé ces 2 heures avec nous. Merci Brigitte. Alors notre gagnante de ce kit BDSM de Passage du désir, c'est Cécile qui sera donc l'heureuse gagnante du jour. Tout de suite, vous allez retrouver Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir, et demain on va accueillir Françoise Saint-Père. Françoise Saint-Père, ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est elle qui, la première, a parlé du polyamour il y a plus de 30 ans et qui sera avec nous, parce que c'est une femme courageuse qui a su revendiquer sa liberté, et c'est toujours bien, ça peut aider d'autres femmes qui peut-être auront envie de lui parler demain.